De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet puisque Gracien Roukin-Dikiza, Jean-Marie Bitoumo et Samuel Niembok, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Au Burkina Faso, les familles des victimes de la révolution qui a contraint Blaise Compaoré à la démission demandent réparation puisque, nous vous le rappelons, cette révolution a causé la mort de 24 personnes et en a blessé 625 autres. Kekelia Fetou. Au Burkina, les familles des victimes de la révolution d'octobre 2014 veulent que justice soit rendue. Mardi 31 mars, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a porté plainte contre l'ancien président Blaise Compaoré, son frère François, Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Compaoré et d'autres ténors de l'ancien régime. Nous avons considéré que 5 mois d'attente pour engager les procédures, c'était assez long. Il y a des priorités, notamment celle de déterminer qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Nous pensons qu'il était temps et que trop, c'était trop. Ne pouvant pas porter plainte directement contre un ancien chef de l'État, le mouvement a dans un premier temps demandé à l'Assemblée nationale intérimaire de se saisir du dossier. Pour certains observateurs, cette procédure entamée par les familles des victimes émane du manque de détermination des autorités intérimaires pour que justice soit faite. L'histoire de notre pays est jalonnée finalement par trop de morts. Ce qui est resté impuni. Et vous savez, lorsque un crime n'est pas puni, malheureusement, l'histoire se répète et l'histoire risque de se répéter tragiquement. Il me semble que, malheureusement, de ce point de vue, les autorités de la transition, notamment à travers le gouvernement, n'ont pas donné des signes très clairs aux familles des victimes. Ce qui les pousse aujourd'hui à intenter une action en justice. La contestation ayant abouti au renversement de l'ancien président Blaise Compaoré a officiellement fait 24 morts et 625 blessés entre le jeudi 30 octobre et le dimanche 2 novembre 2014. De son côté, la société civile burkinabé dit avoir dénombré une trentaine de morts. Les familles des victimes veulent donc que toute la lumière soit faite sur cet épisode douloureux de l'histoire du pays des hommes intègres. Jean-Marie, on peut aisément comprendre la démarche des familles des victimes. La démarche peut se comprendre tout à fait aisément, Amira, dans la mesure où, dès l'instant qu'il y a une déstabilisation qui se produit dans un pays et qu'on en arrive à tirer sur les manifestants, vous avez toujours un responsable. On ne peut pas raisonner là-dessus, comme on va dire aux gens. Bon, à un certain moment, on l'avait vécu ici là, en France avec Fabius. Sentir qu'on n'est pas responsable, c'est-à-dire lors de la, je sais pas, il y avait une fameuse maladie ici là, une contamination ici là en France par le sang. Donc, on se retrouve dans les démocraties africaines, dans nos démocraties africaines, il faut toujours pointer les responsables, tout simplement. Pourquoi? Quand on regarde, on se dit que l'Afrique doit avancer vers la modernité. Cette modernité-là, bon, pas dans sa globalité. On peut faire, nous sommes libres de faire des choix par rapport, si vous voulez, aux secteurs dans lesquels nous disons que nous avançons dans la modernité. Dans cette démocratie-là, dès l'instant que vous avez des citoyens d'un État qui ne font qu'exprimer, comment dirais-je, leur mécontentement par rapport aux gouvernants à qui ils ont donné une parcelle de leur pouvoir, parce qu'on l'oublie tout le temps. La démocratie, un homme politique exerce une démocratie par rapport à quoi? Par rapport à la parcelle du pouvoir qui lui a été octroyé, comment dirais-je, par la population. Donc on en vient à tuer, si vous voulez, quelqu'un qui vous a donné la capacité de pouvoir le représenter dans les institutions politiques. Pour moi, c'est une très très grave faute et il faudrait qu'en Afrique, qu'on essaye d'avancer là-dessus. Dans les pays occidentaux, vous ne voyez pas quelqu'un qui tombe parce que bon, il y a une manifestation. Donc, il faudrait que les responsables, les gens qu'on pointe les responsables, peut-être on peut se poser la question de savoir ici là le timing. Dans le reportage, on nous parlait de quoi? On nous parlait, si vous voulez, du fait qu'ils sentent que les autorités de la transition semblent rien faire. Bon, je pense que les autorités de la transition sont là pour raffermir la stabilité, comment dirais-je, politique dans le pays. De mon point de vue, il me semble que c'est la priorité. Et par la suite, ces procès-là, sans pour autant les oublier, parce que ça va prendre du temps. Du jour au lendemain, bon, on ne va pas monter des dossiers pour pouvoir déterminer exactement qui est-ce qui est le coupable là-dessus. Mais la démarche en elle-même, elle est tout à fait cohérente et compréhensible. Alors, Gracien, pour Jean-Marie, la priorité des autorités de transition, c'est bien évidemment de mener le pays à des élections, mais on peut également se placer de l'autre côté et se dire que dans un pays en transition, en pleine reconstruction, c'est justement une priorité de faire la lumière sur ce qui s'est passé, surtout de mettre un terme à l'impunité pour partir sur de nouvelles bases. Mais la priorité de la révolution n'était pas d'aller jusqu'aux élections, de mener la transition. Il y avait des priorités, il y avait la justice. Le peuple réclamait la justice, réclamait justice, par exemple,
pour Sankara, pour beaucoup de gens. Donc, il y a cette histoire de transition, c'est une histoire politique. C'est lui qui est au pouvoir. On a vu ce que le président il a fait. Le régiment spécial présidentiel, il est toujours là. Le général Diendéré, qui est cité, il est toujours là. Il occupe des fonctions. Donc, c'est-à-dire que finalement, le peuple a fait sa révolution et les gens qui ont récupéré les fruits, qui sont au pouvoir, et en même temps, ces gens-là ne travaillent pas finalement pour le peuple. Parce que le peuple a besoin de... Il faut vraiment qu'il y ait justice. Tout doit commencer directement. Parce que s'il faut attendre, on va attendre, il va y avoir des élections. Pourquoi pas qu'il y ait quelqu'un proche de Compaoré qui revienne au pouvoir? On ne sait pas au niveau des élections tout ce qui peut se passer. C'est dans cette phase-là de transition que le peuple doit avoir gain de cause. La justice doit avoir lieu. Donc, si on porte plainte aujourd'hui, un citoyen ou un groupe qui porte plainte alors que le gouvernement de transition avait dit qu'ils allaient faire des procès, ça veut dire que le pouvoir actuel finalement a failli à sa mission. Alors Samuel, de quel côté vous positionnez-vous? C'est une des priorités, ça devrait être une des priorités de la transition, de faire de la lumière sur ce qui s'est passé pendant la Révolution? Je pense que ça devrait être une priorité, mais je pense que la procédure sera longue. Parce que le temps d'identifier, d'établir la culpabilité de tel ou tel. Maintenant, si la plainte est destinée aux autorités militaires, ceux-ci sont encore en fonction. Cela voudrait dire que ceux-ci doivent être soit amenés à répondre devant le tribunal militaire. Je pense qu'en ce moment, les bases de la consolidation de l'État ne sont pas encore fixées. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a quand même qu'il faut intégrer cette question parmi les questions prioritaires. On peut peut-être engager des procédures en matière de réconciliation entre les différentes parties, mais il ne faudrait pas laisser cette question à l'abandon au risque de donner le sentiment aux victimes qu'ils ont été complètement abandonnés par l'État. Donc je pense qu'il faut avoir une action de proximité à l'adresse de ces victimes, mais en même temps prendre aussi en compte les pesanteurs qui sont encore sur la construction de l'État. Quelques semaines après l'ouverture de la destination Libreville et de la mise en place d'un vol quotidien Brazzaville-Paris, capitale française, la compagnie aérienne nationale de la République du Congo renforce sa présence sur le continent à travers l'inauguration d'une nouvelle desserte Brazzaville-Dakar via Bamako, la capitale malienne. Un sujet de Christelle Dayambaya. La compagnie aérienne nationale de la République du Congo, Eker, vient d'inaugurer la ligne Brazzaville-Dakar via Bamako. Dans l'idée de contribuer à la modernisation du secteur des transports aériens au Congo, la compagnie Eker, Equatorial Congo Airlines, poursuit l'expansion de son réseau. Après Libreville en début février, la compagnie aérienne nationale compte désormais 11 destinations. Eker vient d'inaugurer la ligne Brazzaville-Dakar via Bamako. Les vols vers Bamako et Dakar sont exploités avec un Boeing 757-200 d'une capacité de 148 sièges jusqu'au 1er juin. Le but est de connecter les capitales économiques africaines entre elles et au reste du monde. En essayant de développer le hub de Maya pour en faire un hub en Afrique centrale, en essayant de connecter les principales villes africaines entre elles et au reste du monde. Voilà en fait l'ambition de notre compagnie qui entend devenir la compagnie leader en Afrique centrale. Notre objectif est de permettre à nos passagers, aux passagers africains, aux passagers venant d'Europe ou du Moyen-Orient de pouvoir se déplacer sans souci sur le continent. Afin de séduire de nouveaux passagers, Eker mise sur son identité africaine, ses tarifs attractifs, ses avions aux normes internationales, son personnel dynamique, qualifié et compétent. Aujourd'hui, la compagnie Eker, qui a un personnel à majorité féminin, veut participer à la promotion de l'emploi en Afrique. Eker s'implique largement dans le développement du pays, de la République du Congo. Nous avons actuellement 500 employés, dont 65% de femmes. Notre compagnie accorde une large importance à la formation des jeunes. La compagnie aérienne nationale de la République du Congo, créée en 2011, Eker Equatorial Congo Airlines, emploie plus de 500 collaborateurs. En 2014, la compagnie a transporté près de 400 000 passagers. Eker opère jusqu'à 144 vols hebdomadaires depuis Brazzaville en République du Congo.
Equatorial Congo Airlines, qui dispose de 7 avions, a également mis en place une navette fluviale pour les passagers en provenance ou à destination de Kinshasa. Gracia, on sent que CAIR repense sa stratégie. Oui, il y a de la place. On voit bien qu'il y a un développement à faire. Il y a beaucoup de moyens, ils mettent des moyens. C'est vrai que dans plusieurs pays, des capitales, pour relier une capitale africaine à une autre, on doit passer par des voies qui sont... il y a même des gens qui passent par Paris pour redescendre sur l'Afrique, ce qui est vraiment... absurde. Oui, absurde pour les Africains, parce que ce ne sont pas les avions qui manquent, il y a des compagnies, il suffit de relier. On veut faire de l'argent, du business, la croissance est là, il suffit de relier les pays entre les... Et ce que commence à faire Eker, notamment en reliant les villes, que ce soit Dakar ou Bamako, on sait bien par exemple qu'en Afrique de l'Est, souvent pour voyager, pour aller en Afrique de l'Ouest, on doit passer par Nairobi, alors qu'on fait un détour. On pourrait par exemple aller directement à Brazzaville et partir à Dakar avec Eker. Oui, Jean-Marie, ce manque de desserte intracontinentale, c'est quand même flagrant sur le continent et c'est dommage. En termes de desserte intérieure, c'est vrai, Amira, vous avez raison. Il y a ce manque-là. Mais par contre, moi, je reste sur notre position sur ce plateau. Le fait de monter, j'ai rien contre un pays. Chaque pays peut vouloir garder sa souveraineté. Mais il faut être, comment dirais-je, réaliste. D'accord ? On parle d'ici, si vous voulez, en ce qui concerne le transport aérien, de ce qu'on appelle le seuil critique, c'est-à-dire la limite critique. Quand vous montez une compagnie aérienne a des coûts fixes très élevés, très élevés. C'est pratiquement une des industries au monde qui a des coûts fixes qui sont excessivement élevés. Donc le fait que chaque État de l'Afrique centrale se lance aujourd'hui, c'est-à-dire dans la zone, ça concerne toute l'Afrique, c'est-à-dire vouloir avoir une compagnie aérienne. Je vais vous prendre l'exemple de Kenyans Airways qui se retrouve aujourd'hui. On en a parlé, on en a fait des tonnes. On nous dit que Kenyans Airways fonctionne super bien. C'est un débat que j'ai même eu avec Jemal ici là sur le plateau. Je dis non, ça ne fonctionne pas comme ça à ce jour. Kenyans Airways, a une dette de 763 millions de dollars. Alors qu'on nous dit que oui, c'est une superbe compagnie qui tourne. Tout simplement pourquoi? Parce que la flotte aérienne de Kenyans Airways est de 41 avions. Ces 41 avions-là, si vous voulez, qui font des dessertes dans 37 pays africains. Et les coûts fixes pour pouvoir entretenir la maintenance de 41 appareils pour pouvoir voler est énorme. Moi, je loue bien, si vous voulez, ce qu'Eker fait. C'est une bonne chose. Mais si c'est pour moi, si vous voulez, c'est de l'argent qui est mis à perte dans ces industries-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que chaque pays veut faire sa compagnie aérienne. Et si une compagnie aérienne a ce qu'on appelle un seuil critique, si vous n'avez pas ce marché-là en termes de passagers, vous courez, comment dirais-je, à la faillite de la société, tout simplement. J'ai rien contre Eker, c'est bien de mettre en place ces stratégies-là, mais il faut regarder beaucoup plus le long terme que de raisonner à court terme. C'est ce que j'ai dit toujours, que nous, les Africains, nous regardons toujours les choses à court terme. Il faut réfléchir sur le long terme. Et en Afrique, vu nos marchés, si je prends l'Afrique centrale, vous avez quoi? La Guinée équatoriale, 600 000 personnes. Eker qui lance, si vous voulez, qui veut multiplier les destinations, à combien? Bon, il y a 1,5 million de personnes. Est-ce un marché suffisant pour pouvoir implanter une compagnie aérienne de manière durable? Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, il faut se lancer dans les compagnies régionales. Samuel, nous venons d'entendre l'avis très tranché de Jean-Marie Bitomo sur ces financements en masse dans les compagnies aériennes nationales. Quel est le vôtre? Oui, je partage l'analyse très technique de Jean-Marie. Il maîtrise très bien toutes ces problématiques-là. Mais moi, je me pencherai davantage sur le courage et la volonté politique qui est mise en avant pour dynamiser l'économie nationale à travers ce secteur. La nature a horreur du vide. Je partage pleinement son analyse sur les projections, sur une potentielle coopération entre les différentes compagnies aériennes nationales, voire même des mariages économiques entre elles. Mais malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui de volonté pour aller dans cette direction-là. Et face à ce vide, les compagnies nationales sont obligées malheureusement de d'investir cet espace. Il y a de l'espace, pendant que certains pays rament à contre-courant, comme Camerco, le Cameroun. Il y a d'autres compagnies, il y a d'autres pays qui se développent et qui veulent gagner ces parts de marché, qui sont aujourd'hui sous la coupole des grandes compagnies internationales. Merci Samuel d'avoir été avec nous ce soir.
Merci Amira, bonsoir. Merci à vous également, Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous, Jean-Marie, pour vos analyses. Merci Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est la fin de cette émission, mais on se retrouve demain, bien évidemment, pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom, dont le dossier du jour sera consacré toujours au Sénégal, mais cette fois-ci à la relance du secteur touristique. À très vite.